de l'indépendance. Il y a aussi des liens assez forts, comme le disait tout à l'heure Abdoul, à un moment pour sauver les coopératives, Rwagasore écrit une lettre, d'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure, qui est là-dedans, une lettre pour demander de l'aide à la République arabe unie en tant que grande défenseuse des droits des musulmans, des droits des Africains, etc. Et il y a finalement un grand événement aussi en 61, toujours pour connecter ça, Gamal Abdel Nasser, en dehors d'être un grand panafricaniste, etc., c'est aussi le leader du panislamisme, du panarabisme. C'est lui qui essaye de créer justement avec la République arabe unie une espèce de liaison avec la Syrie, mais c'est lui aussi qui réussit à fédérer les intérêts de beaucoup de républiques arabes. On ne dit pas forcément islamique à l'époque ou musulmane, on dit arabe et ça englobe quand même pas mal de gens. Il y a aussi les Soudanais qui sont là-dedans. Et Rwagasore a l'intelligence de comprendre aussi qu'on peut faire appel à cette fibre musulmane et pan-arabe. Et donc il s'adresse, il continue. Alors on n'a pas tous les détails des relations directes de Rwagasore. Ce qui est certain, c'est que ça passe par des musulmans des quartiers swahili de Bujumbura qui vont régulièrement au Caire, qui ont des échanges avec le Caire, ou la Tunisie aussi, parce que Tunis est à l'époque un gros centre des indépendantistes. La Tunisie a déjà son indépendance, donc tout le monde s'y rejoint là-bas. Et jusqu'en 1961, Gamal Abdel Nasser, en tout cas le gouvernement de Gamal Abdel Nasser va soutenir l'UPRONA et l'UNARU. Par exemple, on sait qu'il y a je vais vous donner un don en 1961, à la veille des élections législatives, pour préparer les élections législatives, de 14 millions de francs. Alors des francs de l'époque, hein, des francs du Rwanda-Urundi à l'époque, qui serait l'équivalent, je ne sais pas comment vous dire l'équivalent, mais c'est une belle somme. Enfin, on est au-dessus de la dizaine de milliers d'euros hein, quand même, ce qui pour l'époque est phénoménal. Hein. Et il aurait donné aussi, envoyé, alors là j'ai encore un petit doute, mais c'est les bulletins de la sûreté qui l'affirment, mais j'ai des contradicteurs burundais qui me disent c'est pas possible, mais moi j'avoue que j'ai tendance à y croire, qui aurait donné 50 voitures pour la propagande de l'UPRONA pendant les élections législatives. Alors il se trouve que j'ai fait un débat un jour au CCF à Bujumbura, bon et puis là il y avait un historien qui me dit 50 voitures quand même au Burundi en 61, ça se serait vu. Je lui dis oui, mais effectivement, ça semble un peu important. Mais après, en parlant avec d'autres Swahili du Buyenzi, il y en a même certains qui ont été capables de me dire où elles se trouvaient, les vieilles voitures, à l'heure actuelle, et qui nous ont montré, il y a un documentaire qui sort sur Rwagasore, qui vient de sortir sur Rwagasore, qui nous ont montré même des vieilles voitures envoyées par l'Égypte. Donc on en a des modèles en fait de ces voitures. Donc, enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a aussi ce grand mouvement qui est général, hein, qui est sur l'Afrique, et que finalement, les Swahili, mais Rwagasore aussi, mais j'arrive pas à les distinguer en fait. Enfin, tout ça, ça fait partie d'un même mouvement. N'hésite pas à faire appel à l'extérieur, mais à des gens dont ils savent que le combat est finalement très lié, à faire appel à l'extérieur pour se faire aider. Et mine de rien, ça va quand même assez fonctionner. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire, mais après, en gros, vous pouvez aussi poser des questions, parce que je parie que, comme d'habitude, comme j'ai pas regardé mon texte, j'ai dû oublier la moitié des choses que je voulais vous dire. Et ouais, c'est ça. J'ai dû oublier beaucoup de choses, mais je pense que je peux m'arrêter là. Je vous ai parlé en gros que d'un grand acteur, alors que je voulais vous parler des premiers indépendantistes. Mais néanmoins, en fait, là-dedans, il y en a quand même tout un tas, puis leurs noms peuvent m'échapper comme ça pendant le débat. Mais je voulais surtout faire le point sur lui, parce que ça permet d'avoir simplement sur la biographie d'un homme, toutes les pistes en fait suivies par les Swahili, et même si c'est un homme dit étranger, enfin, pour moi c'est un Burundais, Bachangwa. Après il est théoriquement, selon les normes à l'époque, il est originaire du Tanga Territory. Mais en réalité, il n'y a pas de citoyenneté à l'époque, donc c'est vraiment très difficile de se déterminer là-dessus. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez appris des petites choses. Et puis j'attends toutes vos questions et je vous remercie de votre attention. Vous pouvez faire circuler, c'est un livre que je viens de faire paraître avec un collègue burundais de l'Université du Burundi, qui
qui est un livre de textes de Rwagasore, qui est un livre de textes de Rwagasore, donc par exemple cette lettre à la République arabe unie, ses discours, des articles parus dans la presse, etc., qui est un livre bilingue kirundi-français, parce que Rwagasore à l'époque écrivait ou faisait ses discours essentiellement en français, et je me suis dit avec mon collègue que ce serait super pour les Burundais qu'il l'ait aussi en kirundi, donc on a traduit tout en kirundi. Et voilà, donc vous pouvez le feuilleter. Si vous voulez voir tous les textes qu'il y a, la table de matière est à la fin. Il y a une introduction qui les met en contexte, mais en gros les textes sont presque comme ça, sans... j'ai mis quelques annotations de contexte pour expliquer des choses. Et donc vous pouvez le feuilleter. Et puis si ça vous intéresse, vous me demanderez. Voilà. Donc c'est vraiment des textes de Rwagasore que vous connaissez sûrement pas. Parce que je pense que tout le monde connaît le célèbre discours de la victoire, mais pas forcément tout ce qu'il a écrit. Voilà, donc vous pouvez le faire. C'est un projet qui est un petit peu philanthrope, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont sortis effectivement en France pour la diaspora européenne. On n'en a pas sorti beaucoup, on n'en a sorti que 250 exemplaires en Europe, mais en fait il y a 1000 exemplaires qui sont en train d'être imprimés au Burundi pour être distribués dans les lycées gratuitement. Parce qu'il y a 700 collèges et lycées secondaires au Burundi, et donc il y en aura au moins un par... et c'est en fait, l'achat en Europe finance la gratuité au Burundi. Si vous voyez l'opération symbolique qu'il y a, c'est-à-dire que on ne les fait pas gratuits en Europe, mais ils sont distribués gratuitement au Burundi pour les collèges et les lycées. Et j'ai pas de droit d'auteur, et mon collègue qui a traduit n'a pas de droit d'auteur. C'est vraiment le but de la manœuvre, c'est qu'il y ait un exemplaire et que les professeurs puissent s'en servir au Burundi, en kirundi et en français. Je crois qu'après la pause, les mémoires sont bien rafraîchies, les questions sont bien calées, mais j'interpelle encore une fois ma conscience personnelle et la conscience de tout un chacun en disant que voilà, nos débats sont bien axés sur la communauté swahili. J'invite Abdul Ntoka de nous présenter ce qu'il nous a préparé. Peut-être ça nous donnera une complémentarité de ce que Madame Christine nous a donné, et cela nous poussera plus loin dans nos questions et nous poussera plus loin dans l'éclaircissement de la société burundaise ou de la population burundaise. Merci en fait toutes les personnes qui sont venues écouter ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Et comme je viens de le dire, je n'aurai que 10 minutes pour m'exprimer. Au fait, mon sujet est tellement restreint, resserré, il n'y aura pas grand-chose à dire en réalité. Il s'agit au fait d'un bilan, un bref bilan par rapport à tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait à l'époque coloniale. Il y a eu l'indépendance, mais la question que je me suis toujours posée et que tout le monde peut se poser, c'est que l'indépendance n'était pas recherchée pour l'indépendance. On recherchait l'indépendance pour les avantages que procurait l'indépendance. Et donc ces avantages qu'on a recherchés étaient recherchés parce qu'il y avait des causes qui ont créé en fait une situation qui était totalement insupportable. Et donc on voulait des avantages qui enlèveraient ces obstacles qui étaient là mis par la colonisation et qui ont poussé en fait les militants indépendantistes à militer avec une certaine force. Voilà. Et en particulier, moi je vais m'intéresser en fait à la communauté au Swahili du Burundi. Pourquoi est-ce qu'ils ont été de tous les combats, à l'Unaru, à l'Ukrona, et ils ont été, si on peut se permettre le terme, ils ont été parmi les radicaux. C'était pas les gens du PDC, de l'UPP, du PNB, voilà. Donc pour quelles raisons? Donc moi j'en ai identifié 4, je vais essayer d'en parler très très rapidement. Au fait, cette situation de discrimination, parfois en fait pas seulement de discrimination, mais le problème au fait de l'enseignement, c'est cela au fait en réalité qui ont poussé
à ce que ces Swahili, au fait, se révoltent, entre guillemets, et demandent, plus que certaines autres communautés, l'indépendance immédiate, comme on le dit à l'époque. Donc je vais commencer par le domaine de la taxation. Juste, je vous cite, j'ai pas besoin de beaucoup commenter là-dessus, pour vous dire qu'à l'époque, les gens étaient taxés, on leur faisait payer des impôts qui étaient totalement insupportables. Je vais vous en citer et vous citer un peu le montant. Donc il y en a plusieurs. Hein. J'ai identifié l'impôt de capitation par une personne, c'est 375 francs à l'époque. Impôt supplémentaire par une personne, 540 francs. Impôt sur les chiens, 15 francs. Impôt sur le bétail, 110 francs. Taxe routière, 40 francs. Taxe des ordures, 40 francs. Taxe maison, 150 francs. Taxe eau, 210 francs. Taxe pirogue, 150 francs. Et là, Christine en a parlé énormément concernant les révoltes de mars-avril, au fait, 1958, de Lumongue et Nyanzalak. Donc, ce qui a poussé à une véritable situation, en fait, de tension, en fait, dans la région, puisqu'on y a envoyé, en fait, beaucoup de militaires qui sont partis à Lumongue et Nyanzalak. D'ailleurs, on dit qu'à l'époque, 50% de la population de Lumongue et Nyanzalak a immigré, soit en Tanzanie, le Tanganyika, soit à Bujumbura, à Buyenzi en particulier. Donc voilà, c'était une situation qui était totalement insupportable. On faisait des taxes, on augmentait au fait le montant, on en créait d'autres, et donc les populations en fait en avaient un peu marre. Et pour ajouter, au fait, il y a eu encore une création d'un autre taxe, un impôt, l'impôt qu'on a appelé l'impôt sur les femmes seules. Et une autre question, c'est la question des petites boutiques, hein, où, au fait, dans un document où on voit, au fait, un comité musulman de Buyenzi, dans le 48-29, je crois, Paul, où plusieurs musulmans, en fait, arrivent de Buyenzi, des Swahili, qui arrivent et qui se plaignent, au fait, des taxes qui étaient payées, au fait, dans leur boutique. Au fait, le CEC, le centre extra-coutumier, exigeait pour une boutique, une petite boutique, une taxe de 1200 francs. Voilà. Et après avoir payé au CEC, il y avait une autre taxe, cette fois-ci, pour le gouvernement, de 2000 francs pour les finances. Et donc c'était une situation vraiment insupportable, et les gens, s'ils ont été vraiment à l'avant-garde de ce combat, c'est pas pour se faire plaisir ou bien pour se faire remarquer plus que d'autres, c'est que la situation était véritablement difficile à vivre. Donc après ça, je vais faire très très vite sur le problème de l'enseignement discriminatoire. Hein. Là, on n'a pas besoin, il faudrait lire le Burundi sous administration belge, ou bien sous tutelle belge, un truc comme ça, de Joseph Gama. Voilà. Et là, il y a la liste de tous les établissements en fait, scolaires, primaires, secondaires, et tous, jusqu'en 1955, si je ne m'abuse, étaient sous les mains en fait, de l'Église, et l'Église catholique en particulier. Et voilà, c'est à cette occasion que le Cheikh Hamdani Juma a créé à Buyenzi la fameuse association Asmaru, association scolaire musulmane africaine du Rwanda-Urundi, pour exiger, il faudrait relire, moi j'ai relu en fait il y a quelques jours ces statuts, c'est vraiment édifiant pour voir à quel point ils se rendaient compte que si leurs enfants en fait n'étaient pas scolarisés, puisque pour que les enfants soient scolarisés, et ils le disent hein, clairement dans cette plainte en fait, que le Cheikh Hamdani Juma a déposée aussi devant le groupe de travail, ils disent tout simplement, nos enfants, si on les envoie dans les écoles des missionnaires, ils ne peuvent pas avancer. Pour qu'ils puissent avancer, on leur demande de se faire baptiser. Et donc, puisqu'ils n'acceptaient pas ça, donc leurs enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Et donc, les Swahili, aujourd'hui, on nous dit, les Swahili n'aiment pas faire les études. C'est dans sa nature génétique. Ils n'aiment pas faire beaucoup les études. Alors qu'il y a eu des conditions extérieures qui ont été mises en place pour que, voilà, cette communauté soit un peu écartée de l'école. Donc voilà, et concernant en fait les protestants, puisque Christine en a parlé un peu
concernant les protestants qui se plaignaient du même problème. Mais heureusement pour les protestants, puisqu'ils ont bénéficié, à l'époque, en fait, le Cheikh Hamrani Djouma et les protestants, ils font une demande au gouvernement. Ils demandent au fait qu'il y ait des subsides aussi, parce que les écoles catholiques, là il faudrait que chacun au fait, fasse attention, les écoles catholiques au fait ne créaient pas des écoles comme ça avec de l'argent qui venait du Vatican ou bien qui venait du ciel. Non, c'était de l'argent fait du contribuable. C'était des impôts qu'on tirait, on faisait des subsides à ces écoles, et ces écoles étaient comme ça développées. Et donc, quand ils ont compris cela, le Cheikh Hamrani Djouma et les autres, et les protestants, ont dit non, 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 il n'y a pas, nous tous, nous payons les impôts. Pourquoi une seule catégorie de la population devrait bénéficier des avantages, en fait, de ces impôts? Et donc, ils ont demandé des subsides. Les protestants en ont bénéficié, les musulmans n'en ont jamais eu un centime. Donc, c'est dire que quand on réclame vraiment l'indépendance, c'est vraiment avec une certaine rage. Hein, voit que toutes les possibilités, il n'existe pas de possibilité, il faut vraiment le faire tout de suite. Donc ça c'était le deuxième point, mais le troisième point, je vais y passer très très vite, juste pour le signaler. Les Swahili qui habitaient depuis très longtemps sur le littoral du lac Tanganyika, de Limbo. D'ailleurs ici, je demande en fait à l'Assemblée, ceux qui sont intéressés en fait, par cette période particulière d'avant la colonisation, ouais, de se référer surtout en fait, sur des travaux en fait, d'Émile Moroha sur le Burundi, des origines jusqu'à nos jours. Comme ça. Et donc là, il montre, voilà, les Swahili ont existé au Burundi à partir de quand? Il le dit d'une façon claire, et les gens peuvent toujours lire les historiens burundais. Les historiens burundais ne sont pas là juste pour cacher seulement l'histoire, ils disent aussi ce qu'il y a dans l'histoire. Donc l'expropriation en fait, de leur maison, il faut savoir que les Swahili n'habitent pas Buyenzi d'abord. C'est ça ce qu'on doit savoir. Buyenzi, c'est une création de la colonisation. Les Swahili n'habitaient pas là, d'accord. Et c'est pour cela même que ce groupe-là, le comité en fait, des Swahili qui sont partis devant le groupe de travail, ils ont dit, voilà, on nous a fait quelque part injustice, puisqu'on nous a délogé des endroits où nous habitions, c'est-à-dire nécessairement Kabondo, actuellement le quartier asiatique, là où les vieux Swahili appelaient Matongoni ou bien le Tanganyika, tout simplement, cet endroit. Et ils ont été délogés de là, ils avaient leur maison, ils avaient aussi leur champ. Et on les a délogés de là pour les mettre à Buyenzi, les regrouper à Buyenzi, et ils n'ont jamais été indemnisés, alors qu'ils savaient que la loi exigeait que même s'il y a expropriation, il faut qu'il y ait une certaine indemnisation. Donc, ils n'ont jamais eu d'indemnisation, et ce document-là, le 48-29, politique, affirme cela. Mais il n'y a pas que ces zones-là, mais il y a, dans un document, en fait, ils mentionnent là où ils avaient d'autres champs à... Je ne sais pas si ça existe toujours ces régions, hein, Molinganizo, Kizingwe, Kanyosha bien sûr, Kikunguru, Kamenge, bien sûr, Nyabageri, Katunguru, Nitenga. Donc ils ont été expropriés injustement par la puissance coloniale et n'ont jamais reçu aucune indemnisation suivant les règles juridiques en vigueur. C'est pour cela qu'ils avaient quelque part, ils étaient furieux. On nous a tout pris, voilà. C'est pour cela qu'ils se sont vraiment lancés avec une certaine force dans ce combat au fait, pour l'indépendance du Burundi. D'ailleurs, dans un document que j'ai lu, le Mugano Wagasoe leur promet et leur dit tout simplement, si vous achetez les cartes de l'UPRONA, je vous promets qu'après l'indépendance, vous serez indemnisés. Donc, et ils ont acheté, à l'époque, en fait, la carte de l'UPRONA, ça coûtait 40 francs. Ils ont payé 20 francs en plus, puisque, ben voilà, il y avait cette promesse, comme quoi, après, ils allaient retrouver, au fait, leur terre. Donc, j'essaie de montrer, en fait, qu'il existe toutes ces raisons. Et la quatrième, en fait, raison, c'est l'exclusion de la communauté nationale. C'est le fameux débat dont Christine a longuement parlé. Je ne vais pas trop y insister. Les Swahili étaient considérés, quelque part, comme des étrangers, parce que la plupart des gens venaient... et même, c'est même pas la plupart, hein, parce que quand on y regarde de près,
c'est vraiment pas la plupart. Hein. Certaines personnes venaient, bien sûr, avaient des origines tanzaniennes, avaient des origines congolaises, mais ce qui est une réalité, c'est que beaucoup, au fait, avaient vécu sur les plaines de Limbo depuis très longtemps. Moloha en parle longuement, mais aussi il y a un autre chercheur que, malheureusement, je ne me rappelle plus les références, qui en a aussi longuement parlé, et voilà. Et donc, dans ce combat-là, je voulais insister un peu sur cette partie, en fait, sur le congrès des partis politiques burundais. Au fait, en mars 1960, il y a ce qu'on appelle le congrès des partis politiques burundais. Et dans ce congrès, en fait, on regroupe 7 partis du Burundi, dont l'UNARU, l'UPRONA, le PDC, l'UPP et bien d'autres. Et là, ils commencent à travailler, ils élisent le président, Luc, je ne me rappelle plus exactement, voilà, et ils commencent à travailler. Et après, tout à coup, on dit « Ah non, 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 on ne va pas continuer à travailler comme ça, nous sommes cette partie, mais il faudrait qu'il y en ait 6, puisque l'UNARU est un parti à majorité, il y a une majorité en fait, d'étrangers qui sont dans l'UNARU. » Et c'est là où je voudrais insister sur la motion en fait, que Rwagasore a fait avec Ngicha Zakari, avec Paul Medevekano, dans lequel ils disent, et l'UPRONA juge inadmissible d'exclure un parti créé par des Barundi admis par l'administration tutélaire. Sans doute dans ce parti, il y a des personnes étrangères, mais soucieuses de l'avenir de notre patrie, et y habitant depuis plus de 10 ans par exemple. Et d'ailleurs, ça c'est l'exemple que Rwagasore avait pris et leur avait dit, en fait, il y a un parti parmi les 5 autres qui avait mis dans son programme démocratique en disant que tout étranger qui vivra 10 ans au Burundi aura droit à la citoyenneté. Et donc Rwagasore leur retourne l'argument, dit mais dans votre programme, vous dites que quelqu'un qui vivra 10 ans au Burundi sera burundais. Mais moi je vous dis, ces gens-là ont habité plus de 10 ans dans le pays. Donc il a essayé de retourner en fait cet argument contre eux. Et là il dit le fait que l'UNARU porte dans sa dénomination les mots Rwanda Burundi signifie pour nous qu'ils ont pris une appellation à titre d'étiquette, sans toutefois dire qu'ils se sont écartés du but primordial, servir le Burundi. Donc et au final, au fait, en réalité, c'est que l'UPRONA et l'UNARU vont se retirer du congrès, oui, j'y travaille actuellement, ils vont se retirer ensemble du congrès des partis politiques burundais et ils vont créer un autre congrès, voilà, pour dire combien, au fait, ils travaillaient main dans la main jusqu'à une certaine période, bien entendu, quand il y a des intérêts politiques et tout ça. Mais c'est de montrer que même le prince Rwagasore, cette question en fait, qui avait été soulevée en réalité par la puissance coloniale, qui a joué, ou bien qui a touché sur les fibres un peu nationalistes, ou bien même chauvines au fait, de certains Burundais, pour leur dire tout simplement, ces gens-là, ce sont des étrangers, il faut les écarter, au fait, voilà. Et pourquoi? Pour quelles raisons? Pour les raisons que je vous ai données, au moins les 4 raisons. C'est que c'était peut-être parmi les plus mécontents au fait, dans le pays et qui avaient vraiment besoin d'en finir avec ce système. Donc je conclus mon propos. Les militants indépendantistes swahili ont-ils atteint leurs objectifs? C'est la question que personnellement je me pose en fin de compte. Si leur objectif était simplement d'être indépendant, alors ils ont été exaucés parce que le Burundi a eu son indépendance. Mais le problème se pose autrement. En effet, ces activistes ne voulaient pas l'indépendance pour l'indépendance. On ne voulait pas être indépendant juste pour être indépendant. Ça ne veut absolument rien dire. Ils en attendaient la disparition de l'injustice et l'avènement d'une ère de liberté, d'égalité, de justice pour tous. Je vous remercie. Merci. Malheureusement, le but n'est pas atteint. Voilà, après la deuxième conférence de Abdou Toka et de la première qui était présentée par Madame Christine, je crois que les questions sont nombreuses. Et nous allons mener un petit débat sur les thèmes développés par nos deux orateurs. J'invite à l'Assemblée de prendre la parole, de voir s'il y a des questions, s'il y a des éclaircissements que vous voulez, et s'il y a des points qui n'étaient pas touchés et que vous connaissez vous-même, vous pouvez nous donner plus d'informations
qui vont nous aider aussi de compléter notre documentation. Y a-t-il une nuance entre la communauté swahili et la communauté musulmane quand on parle de cette histoire du Burundi? En fait, non. Il n'y a pas de, en tout cas dans le vocabulaire colonial, de l'administration coloniale, musulman égale swahili, swahili égale musulman. La distinction n'est pas faite. Après, dans le monde swahili lui-même, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de swahili de Rumongue qui ne soient pas musulmans? En fait, c'est surtout ça la question, je pense pas. En tout cas, le vocabulaire colonial, lui, il est clair, il mélange tout. Hein. Dès que tu es swahili, tu es forcément musulman, et dès que tu es musulman, tu es forcément swahili, même si tu ne parles pas un seul mot qui est swahili. Même je sais pas, un type qui vient de... ceci dit, par exemple, là où tu as peut-être raison de nuancer, par exemple, ceux qu'on appelle les Asiatiques, ceux du Pakistan qui sont installés au quartier asiatique, les Indiens mais musulmans d'Inde, on ne les appellerait pas des Swahili, effectivement, dans le vocabulaire colonial, on les appellerait des Asiatiques, en les distinguant. Donc ce ne serait pas le critère de l'islam qui serait le critère prépondérant, mais pour définir les Swahili. Plutôt le fait qu'ils soient swahiliphones et musulmans. Mais globalement, quand même, en dehors de cette petite exception pour les Asiatiques du quartier asiatique, qui sont peu nombreux hein, d'ailleurs, les Pakistanais, ils sont pas, ou des gens d'Oman aussi, des Émirats, etc. Là, effectivement, on ne dira pas les Swahili chez les Belges. Mais bon, l'exception est rare quand même. Sinon, globalement, Swahili, c'est musulman. Dans ce que moi je lis, hein, ils ne font pas de distinction. Je peux juste ajouter quelque chose sur cette question. En fait, juridiquement parlant, je vais dire juridiquement parlant en islam, hein, il y a une différence entre l'islam et le swahili. Juste comme la confusion qu'on fait entre l'arabe et l'islam. Donc l'arabe n'est pas l'islam et l'islam n'est pas arabe. Donc l'islam n'est pas swahili, le swahili n'est pas l'islam. Ça c'est au sens juridique du mot en islam. Mais bien sûr, ce sont des confusions coloniales en fait. Ces Swahili là, ils étaient appelés, comme a écrit même Christine dans son livre, des islamisés, des centres extra-coutumiers. C'est-à-dire on considérait ces Swahili là comme des islamisés, c'est-à-dire des gens qui ont acquis l'islam par l'intermédiaire des Tanzanies, etc. Mais globalement, en fait, les Swahili n'ont rien à voir avec l'islam, si on peut dire. Parce qu'on retrouve les Swahili d'origine congolaise qui ne sont même pas des musulmans. Hein? Donc c'est une confusion qu'il faut essayer un peu d'éclaircir avec le temps. C'est déjà ancré dans les mémoires des gens. Et, je vois que c'est le rôle aussi des Swahili musulmans d'éclaircir ce genre de confusion. Donc les Swahili, bien sûr, quand on fait l'étude de l'islam au Burundi, on remonte, bien sûr, on sait que l'islam est venu de la Tanzanie avec les transactions, bien avant la colonisation belge, bien avant aussi la colonisation allemande, avec les transactions des commerciaux entre la Tanzanie, enfin sur la côte Tanganyika. Mais ce n'est pas que ce sont seulement ces Swahili sont des musulmans, non. Il y a parmi les Swahili des Congolais, c'est-à-dire des Swahili d'origine congolaise qui ne sont pas des musulmans. Je voudrais vous dire que je suis très content du travail que vous avez réalisé avec toute l'équipe. Je vous dis tout de suite que ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui est inscrit dans mon cœur comme mon combat politique. Et je dois continuer à le faire. Vous, vous dites que vous ne voulez pas parler de la politique ici, mais tout ce que vous avez parlé là, c'est de la politique. Moi, j'ai jamais dit que je voulais pas parler politique. Oui, bon, ok. Djoua, c'est pas politique. Mais tout ce qui est développé là, c'est politique. Parce que la base, c'est la discrimination. Et la discrimination d'une communauté qui existe bel et bien
dans un pays qui s'appelle Burundi, et cette communauté existe dans ce pays bien avant 1885, lorsque les frontières ont été fixées. Je ne veux pas retourner en arrière comment est-ce que les Congolais se sont retrouvés là, ou comment est-ce que les Tanzaniens se sont retrouvés là. Ils avaient droit de circuler sur le territoire africain d'antan, et il s'est fait que les frontières ont été fixées pendant qu'ils étaient là. Ce qu'il faut comprendre, ou qu'il faut chercher à comprendre, pourquoi, du jour au lendemain, des gens qui ont leurs grands-pères sur un territoire X, qui ont fait toute leur vie sur ce territoire X, sont du coup, se retrouvent avec un cliché d'étranger. Pour le simple fait qu'ils auraient une langue qu'ils ne partagent pas forcément avec les gens du coin, ou qu'ils auraient une religion, pas tous, je dis bien, qu'ils ne partagent pas avec les gens du coin. Et ces gens-là ont donné toute leur vie pour ce territoire-là. Du jour au lendemain, on vous dit non, vous n'avez pas droit de continuer parce que c'est nous qui avons plus droit que vous. Alors, je rappelle un fait historique et très important parce que c'est un fait qui a fait à ce que le Burundi connaisse tous les problèmes que le Burundi a connus. C'est les vraies fausses ethnies. Ou, pour mieux dire, l'antagonisme des vraies fausses ethnies. Je crois, madame, parmi vos recherches, vous n'avez pas encore trouvé où la communauté Swahili, les Baswahili du Burundi. Je vous dis, maintenant, ça prend d'autres ampleurs, c'est vague. Quelqu'un disait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de confondre ça avec les musulmans? Ça n'a rien à faire avec les musulmans. Même les gens de la ville, les garçons avec qui moi j'ai grandi en ville, parce qu'ils n'avaient pas le Kirundi en pratique, parce qu'en ville, on parle le Swahili, on parle le Kirundi. Et globalement, même leurs parents disaient, nos enfants sont devenus des Baswahili, sont devenus des Swahili. Donc, je reviens peut-être sur le fond de ma question. Pas ma question, peut-être partager l'information. Comment se fait-il que, du jour au lendemain, ces gens sont mis de côté? Mais ces gens-là, on les retrouve, cette communauté si importante, elle n'ira pas en Tanzanie demain, sois sûr. Même leurs progénitures ne rentreront pas au Congo si, du moins, leur arrière-grand-père serait venu du Congo. Comment envisager l'avenir dans un pays comme le Burundi, qui a connu des problèmes d'antagonisme ethno, des vraies fausses ethnies, de Hutus et de Tutsis, auxquels les Baswahili n'ont jamais participé, et nous nous refusons jusqu'à aujourd'hui d'entrer dans cet antagonisme Hutu-Tutsi. Et de cette manière-là, ils veulent continuer à nous utiliser comme des citoyens de seconde zone. Alors, moi j'interpelle la conscience de tout un chacun pour que vous qui faites des études, continuez à faire des études. Moi j'ai une autre façon de faire entendre ma voix, de faire en sorte à ce que demain le Burundi ne se retrouve pas devant un autre type d'antagonisme qui risque celui-là de lui faire encore, de lui renvoyer encore dans l'histoire avec un antagonisme que je ne vais pas qualifier tout de suite, et parce qu'il pourra prendre d'autres ampleurs, mais il est très important à ce que cela soit levé. Retenez une chose, nous avons une constitution qui consacre cet antagonisme. Quelle est notre place dans ce pays? Quelle est notre place dans ce pays? La Constitution stipule très bien que le président, si le président est Hutu, il faut un Tutsi, tel policier Hutu, un Tutsi. Mais nous, les Baswahili, est-ce que nos enfants resteront là à servir les Hutus et les Tutsis? Les gens qui, je dis bien les vraies fausses ethnies, parce que eux-mêmes ne savent pas dire comment ils sont Hutus ou comment ils sont Tutsis. Ils ne savent pas le dire. Ils ne savent pas le dire. Jusque-là, ils ne savent pas dire, définir ethniquement leur Tutsi ou leur Hutu. Alors, est-ce que nous resterons là à les voir diriger, parce qu'on n'en a pas parlé, et c'est là la matière. Toute cette discrimination, c'est sur base
du pouvoir, du contrôle du pouvoir. Donc, la question est là. Je ne dis pas... Bon, je vous remercie beaucoup du travail et je voudrais à ce que peut-être partager ce dont je viens de dire avec vous tous. Je ne pose pas de questions. Je ne voudrais pas non plus de réponses, mais continuons à réfléchir. Merci. D'une façon brève, d'approfondir vos recherches dans le domaine. Je disais souvent, comment ça se fait que du jour au lendemain on soit discriminé? C'est un processus historique long, hein, la discrimination. Ça commence à partir du moment où la colonisation arrive. Les Swahili sont considérés comme des esclavagistes parce qu'ils sont venus avec les caravanes zanzibarites, etc., qui effectivement sont des caravanes qui vont chercher de l'ivoire, des esclaves dans le bassin du Congo, donc de l'autre côté de la Rusizi. Donc en fait le processus, c'est pas du jour au lendemain, le problème c'est qu'il se construit petit à petit, c'est que ça commence par c'est des esclavagistes, après ça devient mais c'est des musulmans, après mais ils sont jamais contents, ils résistent et ils nous embêtent. Donc en fait c'est quelque chose qui se construit quand même, le processus. Et je voudrais juste, donc c'est pas du jour au lendemain, ça c'est pas. Et en fait pour dire des choses, et parce que moi j'aime bien parler de politique, honnêtement quand j'ai vu l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD et notamment les élections de 2005, moi j'ai eu bon espoir pour la communauté Swahili. Je veux dire, tout d'un coup il y avait des ministres Swahili au gouvernement. Il y avait quand même le Radjabou n'était pas n'importe qui non plus dans ce pouvoir en 2005, hein. Et c'est en fait après il y a eu à nouveau un retour de bâton encore. Mais finalement, si tu regardes dans l'histoire du Burundi, t'as utilisation des Swahili, rejet, utilisation des Swahili, rejet, utilisation, rejet. Parce que si tu regardes encore même en retournant en arrière, je crois que c'est sous Bagaza que les Swahili étaient assez non pas privilégiés, mais disons qu'ils étaient dans le concert de la nation, quoi. Et enfin, à chaque fois on revient en arrière, etc. Donc c'est juste, je voulais dire, c'est pas du jour au lendemain, c'est un truc et c'est pour ça que c'est difficile de lutter contre, parce que déconstruire quelque chose de construit historiquement, c'est 2 fois plus long que de le construire en fait. Donc pour déconstruire des représentations, des gens, etc., se dire que maintenant le Kiswahili il est quand même parlé par un bien plus grand nombre de locuteurs que les Swahili. Vous êtes d'accord, tous ces gens qui reviennent de Tanzanie, qui sont venus se réinstaller au Burundi, c'est des Kiswahilophones, mais ils ne sont pas nécessairement des Swahili. Donc en fait, ça va être dur de revenir en arrière sur les représentations mentales qui ont été créées par 60 ans de colonisation belge, tous les Allemands avant, et enfin voilà, tout ce qui traînait. Juste un élément, en fait, concernant, moi je reviens un peu en arrière, concernant ces Zanzibarites qu'on dit que les Swahili, voilà, c'était des esclavagistes qui sont venus de Zanzibar et qui sont arrivés là. Moi je crois que cette histoire doit être revisitée et revue. Parce que donner la responsabilité d'esclavagisme déjà au Burundi, des Swahili, les Swahili du Burundi ne sont pas esclavagistes. Je peux au moins affirmer que dans les collines, qu'on nous présente en fait ce réseau qui a existé. On nous dit à partir de quand ça a existé et ils ont esclavagisé les Burundais. Qu'on nous le dise à partir de quand. Donc personnellement j'ai essayé de fouiller cela, ça n'existe pas. Il y a d'autres choses à dire, mais je pense que les gens ont beaucoup de questions à poser. Mais cet élément-là doit être remis, peut-être remis en cause, et voilà. Parce que certaines choses ont été construites historiquement, on peut déconstruire aussi historiquement. Je vais essayer de parler à haute voix. Donc on fait justement au niveau des Swahili et des musulmans. Parce qu'en fait, si on regarde, quand le Burundi a été donné à la Belgique est venue du Congo avec son armada répressif. Donc tout ce qui était police, ou juge, tout ça, c'était à la fois soit des Belges ou des aidants congolais. Et ces Congolais, c'était aussi des gens qui utilisaient la langue véhiculaire qui était au Swahili. Du coup, ils se sont installés et on a vu de ces Congolais
qui sont l'appareil répressif du pouvoir en place, comme étant des ennemis. En tout cas, pour les Burundais de l'intérieur, ils considéraient ces Congolais comme les Européens. Donc, automatiquement, comme les Burundais aiment globaliser, le Swahili, celui qui parlait Swahili, se confondait avec le Congolais qui parlait Swahili et qui est installé au pays pour suivre le pouvoir colonial. Donc, ce qui fait que ces préparations, c'est aussi, donc, dans la recherche donc, des solutions, il faut voir dans quelle mesure les Belges qui avaient la colonisation ont profité de cette situation pour qu'on fasse cette confusion. Parce que justement, moi j'aurais cru que le parti Unaru, qui parlait du Rwanda au Burundi, alors que les Belges, dès le départ, voulaient faire du Rwanda au Burundi un seul État, que ce sont les populations elles-mêmes qui ont refusé. Comment se fait-il que ce ne soit pas ce parti qui aurait été privilégié alors que lui voulait défendre le Rwanda au Burundi? Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Bon, c'est donc dans ce cadre de discrimination, parce que dans la discrimination des études, moi justement, j'ai étudié à l'intérieur du pays. J'étais dans une mission protestante qui s'appelle Kibimba. Kibimba, d'ailleurs, il y a eu, même maintenant, il y a des stèles, donc partir, on a tué. Bon, mais en ce moment-là, moi je dis parce que j'ai cru entendre qu'il disait que les protestants ont profité des subsides de l'État. Je peux dire que jusqu'en 1964, les protestants n'avaient pas de subsides de l'État. Parce que je me souviens qu'aux élections de 1965, j'étais à la mission. Ça, je peux le témoigner. Les missionnaires qui nous donnaient cours nous ont donné une semaine avant les élections. Ils nous ont dit, allez faire la propagande pour qu'on vote les protestants, comme ça ils iront donc présenter au niveau des députés, ils iront présenter les motions comme quoi les protestants aussi peuvent avoir voix au chapitre. Et si on regarde en 1965, c'était la première fois qu'il y avait autant de protestants élus. Donc, si on regarde le nombre de protestants qui avaient été élus en 1965, qui vont d'ailleurs être liquidés, c'était énorme. Et ça, je le témoigne parce que moi, je l'ai vécu et que moi, je suis retourné sur les collines pour aller dire il faut essayer de voter protestant pour que nous aussi, on puisse nous donner des subsides. Donc, tout cela pour dire que de toute façon, quand il y a question de diviser, de marginaliser, les gens qui sont là n'hésiteront pas. Je sais qu'il n'a pas voulu dire que demain, ça pourrait être l'antagonisme Swahili-Burundais, comme il y a eu Hutu aussi, mais on a senti ce genre d'antagonisme qui peut se préparer. Et moi, donc, si je dis cela, c'est parce que je suis venu ici, sans être swahilophone, mais je voulais écouter ce que donc les compatriotes de la communauté pensent de ce sujet. Merci. J'ai une question d'abord de curiosité, la première question, madame. De quelle question s'agit-il? Quels sont les mobiles qui vous ont poussé d'orienter votre thèse vers le Burundi, sur le Burundi? Ça, c'est une question de curiosité. La deuxième question, c'est, connaissant bien que le prince Louis Rwagasore était tout le temps dans le milieu swahiliphone, lorsque Unaru a été créé, quelles étaient les réactions du prince Louis Rwagasore à ce moment-là? Bon, ce sont mes deux questions. Alors la question de curiosité, c'est le hasard. Voilà, c'est le hasard. Je terminais ma maîtrise à l'époque en France. Je ne sais pas ce que c'était ici, la deuxième licence. Non. Ou enfin en Belgique, je ne sais plus. Oui, licence, une licence, voilà. Et après on fait une mémoire, ouais. un mémoire. Et ils avaient de l'argent en trop dans un programme de recherche sur le Buyogoma et le Kumoso. Et ils ont proposé ça aux étudiants, un séjour de 4 mois là-bas. Moi, j'avais envie de faire de l'histoire politique, j'avais envie de faire de l'histoire contemporaine, et j'avais envie de m'intéresser depuis très longtemps au Kivu. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller faire mon mémoire de maîtrise au Burundi.
Comme ça, je serai déjà un peu dans la région, puis après, je ferai une thèse sur le Kivu, et puis votre pays, je suis tombée amoureuse et j'ai jamais traversé la frontière. Donc, je suis restée collée au Burundi, j'ai passé 4 mois à Rutana pour faire... Au début, ma recherche ne concernait que Rutana, et je me souviens même les Burundais et d'Aise à qui je parlais à l'université du Burundi. Qu'est-ce que tu fais? Une maîtrise d'histoire sur le Burundi, à où à Rutana? Sur la vie politique à Rutana? Mais c'est des bouseux, il n'y a pas de vie politique à Rutana. Je leur disais, mais détrompez-vous, elle est très riche, la vie politique à Rutana. Et voilà, et après j'ai fait la même chose, mais sur le pays entier. Donc c'est vraiment le hasard. Rutana, je suis devenue une routanienne, moi. Dès que je vais au Burundi, je passe toujours un petit peu à Rutana, c'est mon cœur qui bat là-bas. Et pour les questions indiscrètes, non, je n'ai pas eu d'amoureuse. C'est-à-dire, je suis tombée amoureuse du pays et pas d'un homme. Enfin, à l'époque. Au début. Et sinon, pour la question sur Lunaru, en fait, ça dépend à quelle période on se situe. Parce que la création de Lunaru officielle, c'est au milieu de l'année 59, mais en réalité, elle est en gestation depuis quand même au moins 6 mois à la fin.